Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33, nous avons deux invités. Je suis très très heureux de recevoir Jean-François Corti, qui est vice-président de Médecins du Monde. Bonjour. Bonjour. Et puis le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire et ancien commandant des forces spéciales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Je pose une question qui est un peu provocatrice volontairement. Sommes-nous indifférents au sort des Palestiniens de Gaza ? Je vous pose la question, Christophe Corti, est-ce que vous pensez Jean-François, pourquoi Jean-François Corti, est-ce que vous pensez que nous sommes indifférents au sort des Palestiniens de Gaza ? Nous, c'est-à-dire l'opinion publique. Je parle pas de ceux qui sont très concernés par ce qui se passe au Proche-Orient. Je parle au sens large de l'opinion publique. Je pense pas sur le fond. Je pense qu'en notre société et nos concitoyens ils sont encore sensibles à des valeurs d'humanité, de solidarité, et on le voit tous les jours dans la société civile autour des questions migratoires ou autres, même s'il y a un discours politique de plus en plus radical. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain et la solidarité est au cœur de nos sociétés. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain, et on va en parler, un drame absolu, humanitaire, humain, c'est plus de 60 000 blessés, mais très grave, c'est près de 30 000 morts, beaucoup de femmes et d'enfants, près de 80% de la population déplacée, une aide humanitaire qui ne peut pratiquement pas rentrer, et puis beaucoup de morts aussi de journalistes, vos collègues, c'est des centaines de morts des Nations Unies, de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde qui a perdu aussi un médecin. Donc une situation paradoxalement qui est dramatique, et dans le même temps, un discours de nos élus, de la plupart des pays européens, pas de l'Espagne, pas de la Belgique notamment, qui s'aligne sur un récit israélien radical, qui consiste à dire que tout le monde est coupable à Gaza et que donc d'une certaine manière tout le monde peut mourir. Et malgré les alertes de la Cour internationale de justice qui dit que on est dans un risque de génocide, eh bien on a un discours de nos élus qui continue à dire qu'il y a un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et je pense que voilà, nos concitoyens, ils ont du mal à s'y retrouver parce qu'ils voient bien qu'il y a un double discours, un deux poids deux mesures entre ce qu'on peut dire sur ce qui se passe en Ukraine de manière légitime, c'est-à-dire que c'est totalement ignoble l'attaque russe et les morts civiles, et dans le même temps ne pas être sur la même logique de dénonciation sur Gaza, alors qu'à Gaza, il y a 50 fois plus de morts par jour de civils innocents. Vous allez me parler de la situation à Gaza, puisque vous avez combien d'équipes à Gaza sur place ? On a une quinzaine de personnes, on a eu un médecin qui a été tué, qui coordonnait nos opérations avec toute sa famille sous les bombes il y a 2 mois. On a pu faire sortir 4 binationaux et on a une équipe de Gazaouis qui est formée à l'urgence depuis longtemps. On a aussi des équipes en Cisjordanie. Il ne faut pas oublier qu'en Cisjordanie, la situation se dégrade. Il y a des centaines de morts civiles. Les opérations humanitaires sont compliquées aussi parce qu'il y a une colonisation qui s'active et qui se réactivait au lendemain du 7 octobre. Les extrémistes israéliens, colons israéliens, donc la qui s'approprient les terres et qui blessent et tuent. Non, mais qui tuent. Et puis on a l'impression que, le 7 octobre, ça a été un drame absolu, vous l'avez rappelé, il faut le dénoncer, il faut respecter les 1200 civils qui sont morts et être sans pitié, je dirais, sur la dénonciation de ce qui s'est passé. Mais dans le même temps, il faut avoir le même discours sur les dizaines de milliers de morts civils qui aujourd'hui sont morts sous des bombardements indiscriminés. C'est des quartiers entiers qui sont rasés, c'est des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. C'est aussi un blocus qui empêche l'aide de rentrer de manière proportionnée alors qu'elle est présente en Égypte, notamment en Israël, mais que c'est bloqué, et donc il y a un blocus qui est en rupture avec aussi le droit humanitaire international et en rupture avec les préconisations de la Cour internationale de justice. Donc voilà, cette situation, elle est intenable, et il faut rappeler que avant le 7 octobre, il y a quand même une guerre coloniale, un occupant, un occupé, des milliers de morts palestiniens expropriés, des femmes, des enfants. Et voilà, on est dans une histoire de violence qui continue. Et aujourd'hui, le drame, c'est que il n'y a plus d'humanisation, autant que faire se peut, de la violence et de la guerre. Le droit humanitaire international, il n'existe plus. Gaza a fini de terminer ce droit qui déjà a été mis à mal. On l'a vu en Afghanistan, au Yémen, des bombardements d'hôpitaux ou autres. Là, c'est dans des proportions démentielles. Général Christophe Gomard. Moi, je ne pense pas que nous soyons indifférents. D'abord, le drame des Palestiniens est su par tout le monde.
En tant qu'ancien militaire, j'ai eu l'occasion d'être sur pas mal de théâtres d'opération. Et j'allais dire, personne n'est indifférent à la souffrance humaine, bien évidemment. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'être au contact des équipes, que ça soit MSF, D'ailleurs, les militaires sont souvent les plus lucides, plus que les politiques, sur les actions de guerre. C'est-à-dire bien souvent, le discours est beaucoup plus réaliste et finalement beaucoup plus attentif aux populations civiles. On en voit le résultat. Curieusement. C'est-à-dire qu'on en voit le résultat, on voit les gens directement. Oui. On est au contact direct. Bien sûr, on voit les souffrances de ces pauvres gens qui se retrouvent au milieu d'une guerre qu'ils n'ont pas forcément choisi et qui n'ont pas désiré. En tous les cas, ils en subissent bien les conséquences. Dans le cas de la bande de Gaza, de fait, comme l'a souligné Jean-François Corti, il ne faut pas oublier effectivement le massacre du 7 octobre. Et derrière ça, en fait, il faut mesurer ce que vise un pays comme Israël. Un pays comme Israël, de mon point de vue, évidemment, ne vise pas l'éradication de la population palestinienne, et c'est dit et c'est redit, et ça a encore été dit ce matin par l'ambassadrice d'Israël en France, qui le redisait. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ils ont cherché à éliminer, enfin en tous les cas dans les discours du Hamas, comme dans les discours d'autres, comme l'Iran par exemple, d'un pays comme l'Iran, ils cherchent l'élimination d'un pays comme Israël. Bon, pour eux, c'est une question de survie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, le nombre est inconnu. Les seuls chiffres que l'on connaisse, bien sûr, ça vient effectivement par les ONG et ça vient par le ministère de la Santé du Hamas, dont on n'est pas sûr des chiffres. Il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été tués. Le but d'Israël, c'est que plus aucune menace ne ressurgisse d'un territoire comme Gaza, voire de la Cisjordanie. Donc effectivement, derrière, on voit bien au sein du cabinet de guerre de Netanyahou, il y a des tas de tensions entre des gens qui sont très extrémistes, d'autres qui sont beaucoup moins. Mais c'est toute la difficulté en réalité. C'est que ils veulent éradiquer, et c'est ce qu'a dit Israël depuis le début, ils veulent éradiquer le Hamas. Ça veut dire quoi ? L'objectif militaire est clair. Ils veulent éradiquer le Hamas. Mais vous savez mieux que personne, Général Gomard, vous savez mieux que personne que ce n'est pas suffisant, l'objectif militaire. Les Américains l'ont montré en Irak, ils l'ont montré en Afghanistan. Il faut aussi un objectif politique derrière l'objectif militaire. Il faut installer une solution politique derrière la solution militaire. Vous savez que la façon dont c'est là où Israël n'est pas clair. Vous savez la façon dont fonctionnent les Américains cherchent à anéantir leur adversaire pour provoquer un changement de régime. Bon, ça c'est un peu foiré, pardonnez-moi l'expression, un peu partout. Oui. Mais quand on regarde dans le passé, la Seconde Guerre mondiale, qui est dans lequel il y a eu des bombardements absolument destructeurs, que ça soit à Dresde, à Hambourg, à Tokyo. Est-ce que à l'époque on se serait dit, mais attendez, la pauvre population civile, est-ce que ça fallait ça pour mettre à bas le régime nazi ? Ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, effectivement, je comprends qu'on s'inquiète pour la population gazaoui, et je suis le premier à dire qu'il faut protéger ces populations palestiniennes, mais derrière, comment est-ce qu'on met à bas un mouvement terroriste qui veut l'éradication d'un autre pays qui s'appelle Israël, qui a été reconnu depuis 1948 par l'Organisation des Nations Unies. Donc vous voyez, c'est très difficile pour nous qui sommes ici, assis au chaud, dans le studio Sud Radio. Jean-François Corti. Oui, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a des choses que je partage et d'autres qui méritent analyse. On parle effectivement d'éradication du Hamas, et vu ce qui s'est passé, ça peut être légitime. Le problème, c'est que manifestement, ça doit passer par l'éradication d'une bonne partie des civils, y compris par l'éradication des quelques acteurs humanitaires qui peuvent sauver la vie de 2 millions de personnes qui sont à l'agonie. Et je parle notamment de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, qui est dans le viseur aujourd'hui, parce qu'il y aurait, selon les Israéliens, il faut prendre cette information pas à la légère, 12 personnes qui auraient potentiellement contribué aux attentats du 7 octobre, sur 12 000 employés qui, aujourd'hui, sont les rares à pouvoir distribuer de l'eau, de la nourriture pour des personnes, 2 millions de personnes qui sont en survie, qui sont déplacées depuis plusieurs jours, qui cherchent à manger, à boire au quotidien, et ça, c'est les infos que j'ai au quotidien des équipes, donc c'est pas une vue de l'esprit. Donc, cette éradication du Hamas, avec ce poids, cet impact sur les civils, vous le savez, vous êtes militaire, ça questionne même les stratèges, sur jusqu'où on va. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, il y a une cruauté monstrueuse. Vous reprenez l'exemple aussi des bombardements de Dresde, où on aurait pu prendre aussi les bombardements de Grozny de Poutine. La différence avec Gaza, c'est une population qui est enfermée. Avant le 7 octobre, depuis plus de 15 ans, il y a un blocus quasi total opéré par Israël, qui s'est renforcé au lendemain du 7 octobre, et vous avez 2,5 millions de personnes qui ne peuvent pas sortir. Moi, j'y suis allé voir les équipes, il faut passer, vous avez l'impression de rentrer dans une prison quand vous allez à Gaza. Et donc, au lendemain du 7 octobre, vous avez eu une initiation de bombardements massifs, vous le savez, des milliers de bombes, sur une population
qui est pris au piège, qui ne peut pas s'échapper. La bande de Gaza, c'est 40 km. Les Égyptiens ont érigé un mur, puis alors pas un petit mur. C'est 40 km de long sur 8 km de large. Je veux dire simplement que à Grozny ou à Dresde, il y a eu énormément de morts, mais il y avait une possibilité pour la population de s'échapper à minima. À Grozny, à Gaza, vous êtes enfermés. Vous ne pouvez pas vous échapper. Sauf que, donc on ne peut pas comparer. En Tchétchénie, 15% de la population a été tuée par les bombes de Poutine sur une superficie de 2 départements équivalente à la Tchétchénie. Oui, je continue mon raisonnement. Je dis simplement qu'on est Grozny rasé par les bombes russes sans distinction également. Absolument. Et la différence, c'est que d'un côté, vous avez une population qui est enfermée. J'ai travaillé avec MSF avant. On travaillait sur Grozny. Il y avait des populations qu'on pouvait récupérer. Ils arrivaient en Géorgie. C'était compliqué, mais il y a eu beaucoup de morts. Donc la différence avec ce que vous évoquez, c'est que d'abord, à Gaza, les populations sont enfermées. Deuxièmement, sur Poutine, c'est quand même un régime, on va dire, quasi autoritaire, qu'on condamne, alors que Israël, c'est une démocratie dont on attend autre chose en termes de capacité de mesurer l'impact d'opérations militaires avec une létalité très forte sur les civils. Comment Israël, qui joue sa survie aussi, puisque le Hamas veut sa destruction, comment Israël pourrait-elle militairement régler le cas du Hamas sans intervenir militairement à Gaza, là où se trouve et où est installé le Hamas militairement? Je vais vous poser la question, général. Dans un instant, il est 9h44. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Au cœur de notre débat, un auditeur nous appelle, Jamel, qui est à 7. Bonjour Jamel. Bonjour M. Bourdin. Bonjour. Moi, ma question est très simple, en fait, M. Bourdin. J'ai pas vraiment une question officielle par rapport au débat que vous êtes en train de développer. En fait, c'est par rapport à vous, M. Bourdin. C'était juste pour vous dire, parce que je vous avais déjà lu, à l'époque, vous étiez chez RMC, vous m'aviez donné la parole avec l'ex-président de la République, M. Macron, et je tenais juste à dire aux auditeurs que, et notamment pour ceux qui avaient des doutes, et qui disaient que les journalistes sont tendancieux, manipulés, ou quoi que ce soit, je tenais à vous dire que vous faites partie des gens. Et ça, je tiens à le dire haut et fort, je ne vais pas vous prendre l'antenne pendant 10 minutes, mais voilà, si vous êtes aujourd'hui à Sud Radio, c'est déjà ça prouve bien que vous êtes un vrai journaliste, avec les qualités nécessaires pour prendre des risques. Et comme on dit souvent, avant les journalistes, il y a un homme. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer à Nîmes, et je peux vous dire que vous êtes à l'image d'une personne honnête. Voilà, c'est gentil, Jamel, mais là, mon cas, et peu importe mon cas, merci de le dire, ça me fait plaisir, mais Jamel, parlez de Gaza, vous dites, il faut parler de Gaza qui est également victime du Hamas. On est d'accord, mais si je dois développer, je suis d'origine libanaise, donc je sais que voilà, puis vis-à-vis de mes antécédents familiaux, il me reste que ma mère, vous voyez, donc qui est d'origine libanaise et qui a vécu en diaspora. Mais ce que je tenais aussi à dire que le débat, c'est un débat sans fin. En fait, comme je dirais personnellement, entre le religieux et le politique, si l'être humain n'a pas le pouvoir de parole, ce conflit-là, il se terminera jamais. Voilà, tout simplement. Quand les gens prendront conscience que, en fait, que ce soit la violence d'un côté ou la violence de l'autre, et qu'il n'y a aucune considération sur l'état d'âme des gens, vous pouvez vous imaginer, c'est comme si vous aviez deux personnes qui n'avaient plus de conscience et qui se font la guerre. Et un se dit plus victime que l'autre. Donc, en fait, il n'y aura jamais d'arbitre. Et il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y aura pas de conscience humaine. Oui, c'est le degré de victimisation. Qui est le plus victime dans tout ça? C'est terrible. Général, c'est terrible ce que dit Jamel. Il a raison, mais c'est terrible. Il a raison. En fait, la population civile gazaoui est victime à la fois des bombardements israéliens, mais à la fois du Hamas, qui a construit, grâce aux nombreuses subventions données par un certain nombre de pays, dont la France et l'Europe, a construit des tunnels, en fait, au lieu de cet l'argent aussi du Qatar, qui a aidé le Hamas, qui a transité par Israël. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Donc, en fait, la population... C'est extraordinaire, d'ailleurs. La population civile se retrouve entre les deux. Et elle est victime à la fois du Hamas, du mouvement terroriste Hamas, qui s'en sert comme bouclier, et des bombardements israéliens qui cherchent à être ciblés et à viser juste. Mais malheureusement, dans des bombardements, bien souvent, de toute façon, à la guerre, l'une des premières victimes, au-delà de la vérité, qui est une des victimes à la guerre, c'est la population civile. Toujours. Moi, je pense qu'il faut faire attention à tous les messages de propagande en période de conflit, et pas exclusivement sur celui-ci, sur d'autres. Aussi, conflit. Le Hamas, il a bénéficié de fonds, effectivement, vous l'avez rappelé, pour faire des tunnels et autres.
Mais la population et Gaza a bénéficié de fonds de la communauté internationale pour faire des hôpitaux, des écoles, qui ont été et qui sont détruits largement aujourd'hui par les bombardements indiscriminés, alors même que les Européens ne disent pas grand-chose, alors que c'est des fonds qui viennent de leur propre banque. Ensuite, sur la question des boucliers humains, il y a probablement eu des boucliers humains, mais moi, le médecin du Monde, il est mort avec toute sa famille, chez lui, il avait rien à voir avec le Hamas. Ses frères sont venus chercher des blayés à la main parce qu'il y a plus d'essence pour les pelleteuses. Ils se sont repris une bombe, toute la famille est morte. C'est des quartiers entiers qui sont rasés. Donc le côté guerre morale et bouclier humain, ça va un peu quoi. C'est pas ça qui explique les 60 000 blessés graves, les 30 000 morts et probablement des chiffres sous-estimés qui ne tiennent pas compte des gens qui sont restés sous les décombres, qui ne tiennent pas compte aujourd'hui de tous les morts en lien avec des maladies qu'on ne peut plus soigner. Et pourquoi ? Parce que le système de santé, il est à plat. Il n'y a plus que quelques hôpitaux qui sont fonctionnels. Ils fonctionnent à 300%. On opère à la va-vite. On fait des amputations sans anesthésie de gamins parce qu'on fait la médecine de guerre de bas étage. Je dirais, on fait du tri. Cette réalité-là, elle est liée à un blocus quasi total, même s'il y a quelques dizaines de camions qui rentrent par jour, il en faudrait 10 fois plus. Elle est liée à des bombardements indiscriminés. Et aujourd'hui, le Hamas, je suis d'accord, sa part de responsabilité dans la radicalisation du conflit. Mais aujourd'hui, ce qui tue en masse, c'est les bombardements indiscriminés et c'est un blocus qui empêche des gens de se soigner, y compris pour des maladies classiques. On meurt du diabète, de l'asthme, d'insuffisance thyroïdienne, parce qu'on n'a pas de traitement à Gaza aujourd'hui. Si vous avez un infarctus, vous appelez pas le SAMU qui arrive en 10 minutes, vous mourrez chez vous. Donc, c'est ça la réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, il faut sauver des vies. Pour sauver des vies, c'est quoi ? C'est permettre aux humanitaires de pouvoir bosser, pas se faire tuer sous les bombes. Ça veut dire un cessez-le-feu massif. Ça veut dire prendre en compte ce que dit la Cour internationale de justice. Et elle dit quoi ? Elle dit il y a un risque de génocide objectif. Ça veut dire que pour contrer ça, il faut faire rentrer de l'aide. Il faut faire en sorte que les humanitaires puissent travailler correctement parce qu'il y a 2 millions de personnes aujourd'hui qui cherchent à manger, à boire. Il y a des poches de famine. Il y a des épidémies comme l'hépatite A, les gastro-entérites parce qu'on n'a pas d'eau. On fait boire de l'eau saumâtre à ces gamins. Et quand vous n'avez pas d'antibiotiques, quand on est nouveau-né, on meurt par un défaut d'accès potable. C'est ça qu'il faut régler aujourd'hui. Il y a une complexité d'un conflit qui date depuis des dizaines d'années. Un État, 2 États, j'en sais rien, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler en tant qu'urgentiste, connaissant le contexte, connaissant les besoins, sachant qu'il y a 2 millions de personnes qui sont à l'agonie, qu'il y a 150 à 200 aussi otages qui potentiellement sont victimes de ce contexte, en plus de la violence du Hamas, il faut un cessez-le-feu radical, il faut que l'aide rentre massivement, il faut prévenir le génocide. C'est des mots importants. La France, elle doit appuyer cette logique-là. Général Gomar, Israël annonce des opérations maintenant à Rafah. C'est-à-dire qu'on a poussé la population vers le sud ou vers Rafah, vers la frontière égyptienne, et là on annonce des opérations militaires, là, au milieu de la population. Oui, malheureusement, c'est au milieu de la population. C'est-à-dire que la population qui était du nord et qui était poussée vers le sud se retrouve effectivement bloquée à Rafah, le long de la frontière avec l'Égypte. Et donc, je crois qu'il y a plus d'1 million, vous avez dit tout à l'heure les chiffres, c'est 80% de la population déplacée, 1,5 million de gens qui se retrouvent dans le sud, bloqués. Et de fait, le Hamas, c'est comme ça que je dis, qu'il se sert de la population palestinienne comme d'un bouclier, c'est qu'en fait, lui-même est plus centré sur Khan Younes, où ils étaient, et Rafah, en fait, qui étaient les 2 villes principales dans lesquelles se tenait l'organisation du Hamas militaire. Donc effectivement, pour l'armée israélienne, j'imagine la complexité que c'est en tant qu'ancien chef militaire pour mener des opérations sans toucher à la population civile. Je ne crois pas un instant qu'un soldat, quel qu'il soit, ait envie de toucher à la population civile. Parce qu'on se réfère toujours à sa propre famille. Quand on fait la guerre, on se pense toujours aux civils, à sa femme, ses enfants, ses frères, sœurs, parents. Donc en fait, pour moi, la population Tsahal, de mon point de vue, bien sûr, il y a des dommages collatéraux. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon militaire du CIVCAS, des civilian casualties. C'est le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que cette pauvre population palestinienne se retrouve prise en étau entre des terroristes qui veulent la mort d'Israël et des Israéliens qui veulent la mort du Hamas. Oui, mais donc, cessez le feu. Cessez le feu. Encore faut-il, alors je crois que ça négocie, le Hamas serait prêt à cesser le feu. Certains Israéliens ne veulent pas de cesser le feu parce qu'ils se disent que le Hamas va profiter de ce moment-là pour se réorganiser, se régénérer, récupérer des munitions. Et c'est ce qui s'était passé lors du premier cessez-le-feu. Souvenons-nous, dans lequel un certain nombre d'otages avaient heureusement été libérés, ce qui a permis effectivement à la population un certain nombre d'aides alimentaires de rentrer au profit de cette population gazaoui. Est-ce que ce cessez-le-feu aura lieu ? Je l'espère pour la population palestinienne. De fait,
Maintenant, nous sommes des commentateurs, nous sommes pas des décideurs. Le droit humanitaire international, il a été écrit par des militaires, vous le savez, pour essayer d'humaniser la guerre. C'est pas pour l'empêcher, mais pour l'humaniser. Ce droit humanitaire, il a volé en éclats, en partie dans certains conflits Ukraine, mais aujourd'hui, avec Gaza, soutenu par une communauté internationale et des membres du Conseil de sécurité, qui, encore une fois, soutiennent un blocus et des bombardements indiscriminés. Ce droit humanitaire international, et il est fichu. Simplement pour dire, les hôpitaux, ils ont été targetés. Vous êtes obligé, pour soigner les gens, de ne pas vous mettre près des fenêtres, sinon vous risquez de vous faire sniper. Quand vous êtes soignant, quand vous venez à l'hôpital, les ambulances qui fonctionnent encore, y compris en Cisjordanie, elles sont bloquées. Donc il y a nécessité de pointer du doigt les besoins, et je m'arrêterai là. Je pense que des États, on attend autre chose qu'un discours d'aumône humanitaire. Moi, ça m'intéresse pas de savoir si la France, elle est bienveillante sur l'humanitaire. Je veux qu'aujourd'hui, elle utilise des moyens diplomatiques forts pour assumer que la Cour internationale de justice, qui régule et qui essaie un petit peu d'humaniser les codes entre États, elle soit écoutée, qu'on empêche le génocide, qu'on fasse rentrer de l'aide massive, et qu'on considère pas que les Gazaouis, ils ont juste besoin d'une considération humanitaire, ils ont besoin de considération politique pour leur survie. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h57. Valérie Expert, Gilles Gansman, après les infos, vont recevoir Hélène Barillet, le PDG de Procidis, et Sylvie Metzela, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. 9h57.